Bienvenue dans Proteinology, le podcast qui traite des différents aspects autour des protéines, les aspects nutritionnels, technologiques et scientifiques. Je reçois des chercheurs qui sont experts de leur domaine. Nous décortiquons leurs travaux, discutons de leurs trouvailles et questionnons les aspects qui sont connus ou moins connus. Je mets également un point d'honneur à vulgariser la science pour que ça soit accessible au plus grand nombre. Bienvenue dans mon podcast, je suis Salia Belaïd. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Proteinology qui traite des enjeux sur la nutrition, la science et la technologie autour des protéines. J'ai l'immense honneur de recevoir aujourd'hui François Mariotti, qui est professeur de nutrition à l'AgroParisTech et qui est expert en protéines et alimentation durable. Bonjour François. Bonjour Salia. Alors François, nous allons commencer par parler de votre parcours. Est-ce que vous pourriez nous dire par quoi vous avez commencé comme diplôme et qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux protéines ? On va essayer de faire court quand même, pas que je vous raconte toute ma vie. Je suis diplômé d'AgroParisTech, enfin à l'époque ça s'appelait Institut National Agronomique Paris-Grignon, au XXe siècle. Et je me suis spécialisé en nutrition en dernière année en fait d'école d'ingénieur parce que l'alimentation m'intéressait de manière générale, le domaine de l'alimentation, et j'aimais bien la science, j'aimais bien la biologie notamment. Et je trouvais que c'était une manière d'allier les deux que de s'intéresser à la nutrition. Voilà. Et donc, j'ai poursuivi par une thèse en nutrition sur laquelle j'ai travaillé sur des aspects, on va revenir là-dessus probablement, mais des aspects de digestibilité et de métabolisme, digestibilité des protéines et de métabolisme des acides aminés, essentiellement chez l'homme. Après, j'ai été recruté en enseignant contractuel, en fait, à AgroParisTech, toujours. Et j'ai fait 1 an et après j'ai passé le concours en étant recruté comme maître de conférence et puis j'ai continué comme ça jusqu'à devenir professeur, etc. Et me voilà là, maintenant. Et sur quoi a porté du coup votre thèse ? Alors ma thèse, elle a porté sur la biodisponibilité des protéines et leur métabolisme postprandial essentiellement, en comparant avec un gros focus sur les protéines végétales déjà à l'époque. Et c'est peut-être ça qui a commencé à m'orienter vers ces questionnements de protéines animales et de protéines végétales et qui à l'époque étaient des considérations un peu basiques, différentes qualités des protéines, bon, voilà, et qui maintenant est devenu un sujet majeur parce que ça fait partie des transitions protéiques en cours et qui tendent à s'accentuer probablement à l'avenir, qui vont tendre à s'accentuer à l'avenir en termes de végétalisation de l'alimentation et ces choses-là. C'est qu'après que j'ai progressivement, une fois que j'ai été recruté, j'ai arrêté de m'intéresser à la digestibilité des protéines ou au métabolisme azoté, disons en général. Je me suis intéressé un peu plus spécifiquement à certains acides aminés. Et pareil, certains acides aminés qui étaient un peu plus présents dans le monde végétal par rapport au monde animal ou réciproquement, pour essayer de voir s'il pouvait y avoir des différences dans les effets santé. Hein. C'était davantage sur des critères de santé, du stress oxydant, de l'inflammation, la fonction vasculaire, d'apports différents dans ces différents acides aminés qui proviendraient de différents niveaux de consommation de protéines animales et de protéines végétales. Nous reviendrons sur tous ces aspects d'acides aminés, de digestibilité, mais avant tout, en fait, j'aimerais utiliser cet immense honneur de vous avoir avec moi pour discuter, déjà remettre un peu à plat les fondamentaux sur les protéines. Pourquoi les protéines sont si importantes pour notre santé ? Alors, elles sont importantes parce que d'abord, ce sont des nutriments essentiels, l'azote et 9 acides aminés. L'azote et les acides aminés sont essentiels. Il y en a, l'azote et 9 acides aminés sont indispensables, ce qui fait qu'il faut les avoir dans le régime pour qu'elles puissent assurer leur fonction. Les fonctions sont très importantes. C'est peut-être ça qui fait un peu la particularité des protéines qu'on saisit d'emblée. C'est que les protéines, c'est des éléments de construction, en fait, des tissus, de croissance et d'entretien des tissus. Et c'est aussi des éléments porteurs d'informations, donc des hormones, par exemple, et des protéines qui remplissent des fonctions obligatoires, finalement, dans l'organisme, il y en a une tripotée, voilà, de différentes natures, pour différentes fonctions, à différents niveaux,
Et c'est cette espèce d'ensemble de choses très, très complexes et très importants qui fait qu'on s'intéresse, à mon avis, beaucoup aux protéines. Et le fait aussi que ça soit, parce qu'il y a d'autres nutriments qui remplissent aussi beaucoup de fonctions très importantes. Mais la particularité des protéines, c'est que c'est un macronutriment énergétique. Donc on en consomme quand même beaucoup. Donc c'est une part importante de l'ingérée calorique dans notre alimentation. Pas importante moins que les autres, mais quand même importante quantitativement. Donc c'est un nutriment qu'il faut consommer en assez grande quantité pour permettre d'assurer un grand nombre de fonctions dans l'organisme. Et c'est quoi cette assez grande quantité? De façon quantitative, pour un adulte en bonne Ouais. santé, ça pourrait être combien? Alors, en général, ça dépend toujours comment on se réfère à ça. Si c'est des quantités absolues, pour un adulte, on dit souvent 50-60 grammes de protéines. La vérité, c'est que c'est indexé au poids corporel, en fait à la masse corporelle en réalité, mais on indexe au poids corporel et on dit l'apport qui permet de couvrir le besoin de tous les adultes, c'est 0,83 grammes ou 0,80 aux États-Unis, grammes de protéines par kilo de poids corporel et par jour. Et pourquoi c'est différent aux États-Unis? Alors, je ne sais pas très bien parce que en fait, ça repose sur les mêmes données et c'est 0,80 ou 0,83. C'est une différence anecdotique quand même, mais je me suis posé cette question, mais il faudrait vraiment revenir aux sources, parce que c'est pas de l'arrondi tout bêtement. Les bases scientifiques sont les mêmes. C'est les mêmes critères, les mêmes données. Donc, je ne sais pas pourquoi ils sont arrivés à un chiffre très Ok, légèrement différent. d'accord. Est-ce que toutes les protéines se valent? Parce que quand on parle de quantité, on se dit, OK, je n'ai qu'à manger toutes les protéines qui vont me permettre d'atteindre 50 à 60 grammes par jour, en fonction de mon poids corporel, etc. Mais voilà, est-ce qu'elles sont toutes pareilles? Alors, c'est un grand débat. Là, je pourrais être plus long, mais un premier élément de réponse. Ça dépend si on considère les protéines individuellement, séparément, ou si on considère le régime protéique. Donc les protéines telles qu'on les consomme dans leur variété, etc. Et ça dépend aussi du critère qu'on prend. Si on prend par exemple ce qu'on prend beaucoup pour considérer les protéines animales ou les protéines végétales et pour les différencier, si on prend l'anabolisme postprandial, c'est-à-dire les quantités d'azote qui sont retenues après ingestion ou le gain de synthèse sur dégradation qui est positif dans la phase postprandiale dans les heures qui suivent l'ingestion d'une protéine, là on voit des différences entre protéines animales et protéines végétales. La plupart du temps, sauf quelques exceptions, entre soja et certaines autres protéines animales, il y en a moins. Mais si on prend des protéines de blé, par exemple, là on en voit quand même pas mal. Mais là, c'est si on prend une protéine isolée, à un moment donné, sur un repas qui contient rien d'autre, en général, ou un petit peu de sucre, mais voilà, et sur quelques heures qui suivent le repas. Si on prend un critère un peu plus global, comme le bilan azoté, par exemple, c'est des vieux trucs, mais enfin, c'est là-dessus qu'on a basé qu'on a fondé l'expression du besoin en protéines totales. Donc c'est quand même plutôt solide encore. Ben, sur ce critère-là, il n'y a pas de distinction entre protéines végétales et protéines animales. Dans les études de bilan azoté, où on a donné des protéines végétales par rapport à celles où on a donné des protéines animales, on a trouvé le même besoin protéique. Et ça tendrait à dire que, bah oui, non, finalement, quelle que soit la nature des protéines qu'on consomme, on est capable de couvrir son besoin puisqu'on est capable d'avoir le même équilibre de bilan azoté. Donc ça dépend du critère qu'on prend, de la durée qu'on prend, donc des phénomènes d'adaptation qu'on est capable de laisser, auxquels on donne libre cours ou pas, et ça dépend de l'ensemble de l'alimentation. Si on prend, et puis même si on prend maintenant des éléments de preuve qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui ne sont pas forcément, dans des populations où l'apport énergétique est couvert, des gens qui sont essentiellement sur des sources végétales, ne montrent pas de signes de déficience en protéines. Ouais. Ils sont pas anémiés, ils sont pas fragiles, ils sont pas fatigués, ils sont pas, etc. Donc ça, c'est aussi des éléments qui permettent de dire, mais on dirait que quand même, en tout cas, peut-être que les protéines végétales sont de moins bonne qualité que les protéines animales, on va y revenir sûrement. Mais en tout cas, en situation, pour des populations, même à travers les âges, etc., on dirait qu'on peut très bien faire avec des protéines végétales. Très bien. J'aimerais juste revenir sur un mot que vous avez glissé dans l'explication. Vous avez parlé d'adaptation. Est-ce que notre corps est capable de s'adapter à telle ou telle source ou peut-être à tel ou tel régime
Mmh. Et comment il peut, en fait, remédier à un certain déficit? Oui, alors, il y a différents bon, c'est très intéressant, c'est assez compliqué, il y a différents pas de temps sur lesquels on peut voir ça. Ce que je veux dire par adaptation, pour le métabolisme protéique, on considère qu'il faut en gros une semaine d'adaptation, des apports aux pertes, en quelque sorte. Parce que il se trouve que c'est quelque chose qui est très important, qui a été conceptualisé il y a assez longtemps maintenant par Millward et Rivers, c'est que le métabolisme protéique est cyclique et adaptatif. C'est-à-dire que plus vous faites de synthèse protéique, plus vous allez activer des processus d'oxydation, parce que c'est les mêmes signaux finalement qui déclenchent la synthèse protéique et qui déclenchent de l'oxydation. Donc plus vous avez d'anabolisme postprandial, par exemple, donc ça veut dire plus vous avez eu de synthèse, plus vous avez inhibé la dégradation, plus ça va conduire à augmenter votre oxydation et l'oxydation des acides aminés après le repas. C'est-à-dire donc à jeun, pendant la phase dite post-absorptive, quand il n'y a plus d'acides aminés qui arrivent, vous allez avoir augmenté votre niveau d'oxydation. Donc bien sûr, c'est des oscillations, il faut que je fasse la caméra comme ça. Et le temps que ces oscillations se normalisent, quand vous arrêtez d'augmenter l'apport, eh bien on considère qu'en général, ça prend de l'ordre d'une semaine. Donc toutes les choses qui sont à court terme, qui mesurent du bilan, par exemple sur un jour, quelques jours, 24 heures, 12 heures, etc., ça ne tient pas compte de ça. Voilà. Donc ça, c'est un premier élément assez important. Le deuxième élément assez important, c'est que même si on raisonne sur, il y a un autre phénomène d'adaptation, pardon, qui est plutôt de l'accommodation peut-être, hein, qui est un système de tamponnage, on pourra peut-être revenir là-dessus, qui fait qu'on pense maintenant que ce n'est pas nécessaire qu'il faut répéter en fait les prises pour voir justement les capacités d'adaptation, parce que les acides aminés, il y a des petits tampons en fait, des petits poules corporels de tampons en acides aminés qui permettent de faire en sorte que si sur une prise aiguë il y a un peu moins de tel acide aminé qui ne serait nécessaire pour maximiser la synthèse protéique en fait, un acide aminé qui serait un peu limitant, il ne va pas l'être à la première fois parce il va utiliser une sorte de tampon de cet acide aminé-là libre dans les poules corporelles. Ça, c'est quelque chose qui a été théorisé il y a très longtemps par Young and Pellet, notamment, qui a été redéveloppé ensuite. Et récemment, l'an dernier, je crois, oui, l'an dernier, les gens ont montré que on pouvait comme ça équilibrer les prises protéiques. Donc, prendre une protéine qui était déficiente, entre guillemets, en un acide aminé le midi, une protéine qui était déficiente en un autre acide aminé le soir, et que sur 24 heures, la synthèse protéique était la même que si on les associait sur un même repas. Donc une démonstration assez directe, un très très bon article, assez direct de quelque chose qui avait été un peu théorisé sur la base juste de la taille des poules corporelles d'acides aminés libres, évidemment qui ont une fin, qui ont une limite. Donc si on fait ça sur plusieurs jours, si on mange que des protéines déficientes en acides aminés pendant une semaine et ensuite pendant une semaine, probablement ça ne marche pas. Mais sur l'échelle de la journée, au moins de 24 heures, on a maintenant des preuves directes, expérimentales que ça marche. Donc ça aussi, on peut dire que c'est des capacités d'adaptation à l'incomplétude ou à l'inefficacité directe des acides aminés ou du profil d'acide aminé qui est consommé au moment même d'un repas. Vous voyez? Et on pourra encore parler d'autres Ouais. processus d'adaptation. Oui, Voilà. oui, tout à fait. Très intéressant, effectivement. Et dans cette étude que vous évoquez, où ils ont évalué du coup cette capacité d'adaptation sur 24 heures, est-ce qu'ils ont évalué du coup le maximum de temps d'adaptation? Non, Non. non, alors c'est parce que finalement, même ils ont fait ça il y avait petit déjeuner, déjeuner, dîner, donc ils ont mélangé, mais évidemment, c'est déjà pas un plan tout à fait complet, parce qu'on est obligé ils ont randomisé, c'était un protocole croisé, etc. Donc c'est déjà quand même assez lourd, mais bien sûr, ils n'ont pas changé les ordres et voilà. Bien Ils sûr. ont pas, ils ont pris même des protéines modèles. Alors typiquement, c'était céréales et légumineuses, hein, voilà, parce que c'est le grand classique en nutrition. Ils ont montré ça comme ça, mais bien sûr, c'est pas tout à fait complet, mais la Mm, démonstration du principe, en tout cas, oui. intéressant. Je veux bien Ouais, la publier pour ouais. l'ajouter, effectivement. Et je me demandais du coup comment évoluaient nos besoins en fait tout au long de la vie? Ah, alors oui.
Alors, je sais pas dans quel sens on part. Bon, on est parti des adultes, donc on va aller voir les Mmh. personnes âgées, puis après on reviendra aux enfants. Sur les personnes âgées, alors ça reste assez débattu. Il y a des agences, en France par exemple, on a considéré il y a assez longtemps maintenant, c'est un groupe de travail dans lequel j'étais quand j'étais plus jeune, euh, qu'il y avait un besoin plus élevé chez les personnes âgées. Donc de l'ordre de 1 gramme, enfin ce qu'on a fixé c'est 1 gramme par kilo de poids corporel par jour. Il y a des gens qui disent, des sociétés savantes par exemple, qui disent que non c'est 1,2 grammes par kilo de poids corporel par jour. Et il y a des agences sanitaires tout à fait bien placées, comme l'EFSA ou l'IOM, enfin ex-IOM aux États-Unis, qui dit que non, il n'y a pas de preuve que le besoin soit augmenté chez les personnes âgées. Donc ça reste quelque chose de pas très évident, parce qu'il y a plusieurs considérations pour lesquelles on pourrait penser qu'il y a un besoin augmenté ou qu'il n'y a pas un besoin augmenté. Une des clés, c'est peut-être l'hétérogénéité quand on parle de personnes âgées. En fait, c'est en santé publique, c'est un classique. On sait pas très bien de quoi on parle. Entre des personnes âgées, enfin entre quelqu'un qui a 66 ans et qui est très vigoureux, qui a une bonne activité physique, etc., et qui a une sorte de capital santé qu'il n'a pas érodé au cours du temps, et quelqu'un qui est une personne âgée, dénutrie, fragile, en milieu hospitalier, mais on parle pas de la même personne. Voilà. Donc c'est peut-être une des raisons. Donc peut-être que c'est que chez les personnes âgées fragiles qu'il y a un besoin qui est plus important, mais on ne sait pas très bien. Et l'autre raison, c'est que ça dépend des critères qu'on prend, mais on considère aussi qu'il y a assez peu d'éléments de preuve, en effet, pour dire que des apports supplémentaires au-delà du besoin caractérisé chez l'adulte, en fait, limite la sarcopénie, par exemple, ou même limite la chute de force, par exemple. Voilà. Sur la masse maigre, il y a un petit peu, mais c'est pas complet parce que la sarcopénie, c'est pas que la masse maigre, donc on a du mal. C'est pas interchangeable tout ça. C'est quoi Donc, la sarcopénie exactement? la sarcopénie, c'est une perte, alors pour simplifier, disons, c'est une perte fonctionnelle en fait voilà, liée à l'activité musculaire en fait. Donc ça se caractérise pas que par de la masse musculaire, mais ça se caractérise par de la fonction. Donc ça peut être de la force, ça peut être des tests, toutes les batteries de tests fonctionnels qu'on peut faire passer, notamment à des personnes âgées, la vitesse qu'ils ont à se lever de sa chaise, par exemple, des choses comme ça. Donc ça s'objective, il y a plein de critères cliniques, etc. Mais ces éléments-là, ils manquent en fait quand on considère les apports en protéines et voilà. Et la prévention de la sarcopénie, enfin c'est pas complet. Donc ce qui fait que certains disent on n'a pas assez de preuves et d'autres disent on n'a peut-être pas assez de preuves, mais on a quand même des éléments pour dire que. Donc, on est dans cette zone grise en science où on dit est-ce qu'on a assez d'éléments pour dire ou est-ce qu'on n'a pas assez d'éléments pour dire, voilà. Et derrière pour agir évidemment parce que c'est ça la considération. Et si on en vient aux enfants, alors là la situation est c'est assez amusante, j'allais dire. C'est que les enfants ont un besoin un petit peu supérieur en protéines qu'il y a à la croissance en fait. Mais la particularité de l'homme, c'est que ses besoins de croissance sont faibles par rapport à ses besoins d'entretien. C'est ça qui fait les grosses différences avec l'animal. C'est pour ça que chez l'animal, l'animal n'est pas un très bon modèle pour ça. Et donc un besoin protéique un petit peu augmenté par rapport à la masse, hein, mais un besoin énergétique beaucoup plus augmenté. Voilà. Les enfants, ils ont surtout besoin de manger, par rapport à leur taille, à leur poids, ils mangent surtout beaucoup en fait, puisqu'ils n'ont besoin de manger de protéines beaucoup. Ce qui veut dire que chez les enfants, le besoin en protéines est plus élevé par rapport à la masse, mais par rapport au pourcentage d'énergie qui doit être apporté sous forme de protéines dans les régimes, c'est beaucoup plus bas. Voilà. Un enfant de 4-6 ans, son besoin protéique en pourcentage de l'énergie, c'est autour de 6% de mémoire à peu près. 6% de l'énergie apportée par les protéines, c'est vraiment c'est un régime très pauvre en protéines en fait. Voilà. Chez les adultes, le besoin en protéines exprimé de la même manière, c'est autour de 10-12%. Voilà. Donc c'est moitié moins finalement de besoin en protéines quand on l'exprime comme ça. C'est plus quand on l'exprime par rapport à la masse. Et dans l'absolu, si on l'exprime dans l'absolu, la quantité protéique pour un enfant, ça serait quoi? Alors, ça dépend des âges. Alors, c'est le point des enfants, c'est qu'on divise en âge. Alors, je sais pas ça par cœur, mais je sais que dans les premières
classe post-nourrisson, je crois que c'est autour de 0, enfin, pas le besoin nutritionnel moyen, mais l'équivalent du 0,83, là, de la référence nutritionnelle des populations. C'est autour de 0,90, 93, je crois qu'on monte jusqu'à 95, quelque chose comme ça. Voilà. Donc un petit peu plus, pas énormément plus, mais un petit peu plus. Maintenant, j'aimerais bien qu'on revienne au sujet que vous avez déjà abordé de comparaison entre des protéines animales et végétales. C'est quoi les premières différences que vous ayez déjà observées? Vous dire historiquement ou... Historiquement et que vous ayez vu aussi dans vos recherches. Alors moi, dans mes recherches, j'en ai pas vu beaucoup. C'est amusant d'ailleurs parce que ce que j'ai fait moi pendant ma thèse et puis je continue un tout petit peu après, puis comme je l'ai dit, j'ai rapidement changé parce que justement je trouvais que c'est pas très discriminant finalement. J'ai regardé moi ce qu'on appelle la rétention azotée postprandiale en fait. Donc les quantités de protéines ingérées et même les quantités de protéines absorbées, puisqu'on faisait, enfin d'azote absorbé, par rapport à ce qui était perdu dans la phase postprandiale, ce qui était perdu dans les urines, ce qui restait en urée, en élévation dans l'urée corporelle, et puis voilà. Et ce qui nous donnait par différence les quantités qui étaient censées être retenues d'azote ingérées, qui étaient censées être retenues dans les tissus, ce qui est un indice de qualité protéique finalement, parce que c'est une mesure de la quantité, à quel point les acides aminés qu'on a ingérés ont été utilisés par l'organisme finalement pour être retenus, alors souvent sous forme protéique ou parfois sous d'autres formes. Et là-dessus, j'ai vu très peu de différences finalement. Des différences de l'ordre de quelques pourcents finalement, et même quelques pourcents alors sur des études où on s'attendait à avoir des différences, parce que les compositions d'acides aminés n'étaient pas les mêmes, et que normalement, c'était pas exactement bien adapté au profil qui était censé maximiser la synthèse, comme je viens de le dire tout à l'heure. Donc ça s'explique possiblement par ces phénomènes de tampon, en fait, puisqu'on était hors période d'adaptation. Et donc j'en ai pas vu finalement, pas vu beaucoup, voilà, ou quelque chose qui est pas vraiment significatif. J'ai pas vu non plus beaucoup de différences de digestibilité. On a mesuré beaucoup de digestibilité, et puis j'ai des collègues qui ont continué à faire ça. Le maximum de digestibilité, hors cas très particulier, de certaines sources protéiques, pas sans traitement thermique, etc., on pouvait comprendre un petit peu mieux qu'il y a des différences, mais sur des choses, la majorité du temps, des différences de 5 points, en fait, de digestibilité. Donc des choses digestibles à 95% et d'autres à 90%. Donc ça m'a pas paru de nature à dire les protéines végétales sont beaucoup moins digestibles que les protéines animales. Donc bon, voilà. Donc j'ai arrêté de vouloir mettre des virgules derrière les chiffres et dire bon, peut-être regarder autre chose. D'où cette idée de regarder si elle pouvait être due à des effets sur certains acides aminés et sur d'autres voies que les voies protéinogènes finalement. C'est-à-dire que les acides aminés, ça sert pas que à faire des protéines, ça sert aussi ça intervient dans d'autres voies métaboliques. Dans ce qu'on appelle le métabolisme secondaire des acides aminés, donc secondaire, quantitativement secondaire évidemment, parce que ça peut être 1% ou 2% de l'utilisation de l'acide aminé, un petit peu plus dans certains cas, donc beaucoup moins que les protéines, mais par contre associé à des voies métaboliques qui ont des répercussions potentielles fonctionnelles très importantes, physiologiques très importantes. Donc les acides aminés, soufrés et l'homocystéine, la méthylation, le glutathion, par exemple. Voilà. Si on module les teneurs et le statut en glutathion, c'est susceptible d'avoir des implications. Susceptible on reste dans le mécanisme, mais voilà. Ou si on module l'arginine, sachant que l'arginine est un donneur de monoxyde d'azote, en fait, et une molécule qui enzymatiquement produit du monoxyde d'azote, et que le monoxyde d'azote c'est un médiateur clé anti-hétérogène pour simplifier. Là aussi ça peut avoir des répercussions si vous mangez 50% de plus d'arginine parce que c'est une source végétale et que ça donne 50% de plus de monoxyde d'azote, ça peut avoir des conséquences sur la physiologie et la physiopathologie vasculaire, par exemple. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ça. Mais là, il s'agissait plus de protéines à proprement parler, il s'agissait d'un travail sur les acides aminés. Et ce n'est qu'après que je suis arrivé que j'ai changé tout ça, j'ai replié tout ça, j'ai arrêté la physiologie et le métabolisme, c'est tardivement quand même.
et que je ne m'intéresse plus qu'à des relations un peu plus générales à l'échelle des populations, des régimes tout entiers, et que je m'intéresse davantage aux sources protéiques et aux nutriments qui vont avec qu'aux protéines elles-mêmes. Et là, on voit des différences. Là, on voit des différences sur les effets leviers en fait de certaines sources protéiques végétales ou certaines sources protéiques animales, ce qui recroise avec ce qu'on trouve dans la littérature. Et quelle différence avez-vous vu du coup? Alors, les différences que j'ai vues moi, avec d'autres méthodes, finalement, ça recouvre des choses qu'on trouve dans la littérature par ailleurs, et notamment dans la littérature épidémiologique. C'est-à-dire qu'il y a, alors globalement, on dirait quand même qu'il y a des différences si on partitionne vraiment entre sources protéiques animales et sources protéiques végétales. On dirait qu'il y a des différences. On dirait que certaines différences pourraient être attribuées au profil en acides aminés, c'est-à-dire aux protéines elles-mêmes. Mais on a du mal à faire la part des choses, mais c'est possible. On a eu quelques études qui ont un peu pointé ça du doigt. Dans la littérature épidémiologique, on n'a pas fait beaucoup ça. On s'en tient souvent plus au régime parce que l'épidémiologie n'aime pas trop rentrer dans le détail parce que ça devient un petit peu plus compliqué. Les modèles peuvent être un peu un peu trop collinéaires pour entrer dans le détail. Donc, on n'aime pas trop se focaliser sur certains acides aminés ou d'autres. Mais on l'a quand même fait sur des profils d'acides aminés. On a vu des modulations du risque de mortalité cardiovasculaire, par exemple, assez importantes. Un travail épidémiologique qu'on a fait. Ça rejoint ce qu'on trouve dans la littérature aussi sur certains acides aminés. Ensuite, ce qu'on a vu aussi, c'est que si on sépare entre la consommation de protéines animales et la consommation de protéines végétales prises globalement en dehors des acides aminés et de leur profil, il y a un avantage à la consommation de protéines végétales et il y a un désavantage à la consommation de protéines animales sur des critères de santé type épidémiologique. Donc encore une fois, la mortalité cardiovasculaire ou ce type de choses. Et ça, moi, j'en ai pas fait beaucoup de ça. Ce que j'ai fait, c'est plutôt des études de modélisation. En fait, on essayait de simuler des changements d'alimentation ou de simuler, de modéliser soit par simulation, soit par optimisation des changements d'alimentation et de voir là-dedans quelles sources protéiques étaient importantes pour faire des bons régimes qui soient bons pour la santé, qui apportent tous les nutriments qu'il faut et toutes les protéines et acides aminés qu'il faut, incidemment. Et de voir quelles étaient les bonnes sources protéiques qui faisaient levier ou au contraire les sources protéiques qui étaient dispensables finalement ou au contraire qui s'opposaient à l'établissement de régimes qui soient bons pour la santé. Donc ça permet de descendre un petit peu plus dans le détail au-delà de jugement d'ensemble un peu à l'emporte-pièce sur les protéines végétales et les protéines animales. Les protéines animales, c'est pas bon, les protéines végétales, c'est bon, ou le contraire selon le critère qu'on prend. Donc là, on a davantage vu des différences. Alors au sein des protéines animales, ou des sources protéiques animales, avec la viande rouge et la charcuterie, qui sont là, et, du point de vue épidémiologique, très mis sur la sellette, et qui sont les premières choses qui passent à la trappe en quelque sorte quand on modélise des régimes qui sont bons pour la santé. Tandis que les produits laitiers ou le poisson, par exemple, eux sont pas défavorisés épidémiologiquement et par rapport à aux nutriments qu'ils vectorisent par ailleurs, ils rendent de grands services. Donc même quand on végétalise l'alimentation, ces sources protéiques-là animales résistent parce qu'elles sont très intéressantes nutritionnellement. Voilà. Et dans les protéines végétales, là, il y en a beaucoup qui sont intéressantes, ça c'est clair. Alors ça dépend des modèles, etc. Mais légumineuses, produits céréaliers complets, fruits à coque et graines. Et par contre, il y en a des moins bien, c'est-à-dire tout ce qui est féculents raffinés, quoi. Ils sont produits céréaliers raffinés, pommes de terre, etc. Ça, par contre, il n'y a pas beaucoup de services nutritionnels rendus et épidémiologiquement, c'est plutôt pas très bon. Donc, on fait des gradations. Vous voyez, on est arrivé à sortir on est passé aux sources protéiques et plus aux protéines elles-mêmes. Et on est passé à l'environnement en termes de nutriments et à des données épidémiologiques sur le fait que c'était des groupes alimentaires à maximiser ou à minimiser par rapport à la santé. Et ce qui est intéressant pour revenir aux protéines, juste pour finir là-dessus, c'est que dans tous ces modèles-là, on voit qu'à partir du moment où on a assez de protéines, mais
Finalement, ça va très bien. On a plein de régimes sur lesquels on a assez de protéines. C'est rarement limitant de faire des régimes bons pour la santé qui apportent tous les nutriments et où il n'y aurait pas assez de protéines. Ça arrive quasiment pas. Donc, il y a assez de protéines en général. Et en plus, quand il y a assez de protéines, il y a assez d'acides aminés parce que on est sur une variété de sources protéiques, alors animales et végétales. Et même quand si on enlève les produits animaux, on a une variété de sources protéiques végétales qui fait que, comme les sources protéiques se complètent, s'il y a assez de protéines, il y a assez de chacun des acides aminés. J'ai vu effectivement récemment, vous avez partagé une étude où vous remettiez à jour, vous savez, les ratios entre protéines animales et végétales dans un régime alimentaire équilibré. Est-ce que ces choses-là sont maintenant établies avec des pourcentages qui sont clairs ou est-ce que ça reste encore à Alors, éclaircir? ouais, justement, en fait, si on a fait ce travail, enfin, on a fait deux travaux comme ça, un chez les adultes, adultes jeunes, enfin, pas vieux, quoi, disons, et une sur les personnes âgées. En fait, si on a fait ce travail-là, c'était justement parce qu'on voulait répondre à cette question qu'on nous a posée souvent. C'est quoi le bon ratio de protéines animales et de protéines végétales? Voilà, ça fait des années qu'on me demande ça. Des années que je dis, je sais pas, en fait, puis c'est difficile de répondre à cette question, finalement. C'est pas une question, j'avais un peu dans l'idée que c'est pas une question bien posée, en quelque sorte. Parce que j'avais dans l'idée que c'était pas un tel déterminant qu'il puisse y avoir un chiffre idéal, vous voyez, une sorte de nombre d'or, hein, c'est 50%, 50%, 60-40 ou je ne sais pas quoi. Parce que derrière un ratio de protéines animales et de protéines végétales, d'abord, il y a plusieurs types de protéines animales et de protéines végétales, et il y a plusieurs régimes, en fait, possibles. Mais quand même, à force, on s'est dit, dans mon équipe, il faudrait qu'on essaye d'explorer ça, de voir effectivement à quoi ça correspond. Donc, notre approche, ça a été de dire, mais on va modéliser des régimes qui soient alors adéquats nutritionnellement, c'est-à-dire qui apportent tous les nutriments en quantité suffisante, voilà, y compris les protéines, voilà, au-delà de la référence nutritionnelle de la population, mais tous les autres nutriments aussi, qui soient le meilleur pour la santé possible, donc et qui minimisent les catégories alimentaires qui sont mauvaises pour la santé, sur lesquelles il y a une augmentation du risque avec la consommation et réciproquement qui minimisent les autres, mais qui quand même soient pas des régimes totalement. Dès qu'on modélise des régimes, on fait attention à ça. Ce soit pas un truc totalement fantasmagorique, ce soit quelque chose quand même qui puisse être oui, voilà, réaliste, enfin, pas un ovni, disons, chose que les gens pourraient être susceptibles de consommer, ou on peut imaginer que des gens puissent manger ça, voilà. Ce qui peut être un peu le piège parfois en modélisation. Et quand on a fait ça, mais justement, ce qu'on a montré, c'est qu'en fait, il y avait toute une série de régimes possibles qui sont bons pour la santé, adéquats nutritionnellement, à différents ratios protéines animales sur protéines végétales. Donc, entre eux, pour simplifier, entre un tiers de protéines végétales et deux tiers de protéines végétales, il y a plein de régimes qui vont très bien. Et ils sont tous très bien. Ils sont un petit peu différents, bien sûr, parce qu'il y a un peu plus de protéines, de sources protéiques animales que de sources protéiques végétales dans les uns par rapport aux autres. Mais ils sont tous bons pour la santé. Ce qui nous a permis de conclure, comme on l'avait imaginé, comme on l'avait supposé, que oui, il y a pas de nombre d'or, il n'y a pas de chiffre vers lequel il faudrait tendre, dire aux gens à manger moitié-moitié, par exemple, de protéines animales et de protéines végétales. D'abord, c'est faux. C'est-à-dire, on peut trouver des très bons régimes avec un tiers, deux tiers ou deux tiers entiers. Voilà. Donc c'est faux. C'est pas le cas, voilà. Et deuxièmement, ça serait finalement leur donner un mauvais horizon, c'est un mauvais fléchage, parce que c'est pas ça qu'il faut qu'ils fassent. Il faut pas qu'ils manipulent les niveaux de protéines animales et de protéines végétales. Il faut qu'ils voient les régimes qu'ils doivent composer et les régimes qu'ils ont envie de composer, voilà. Qui peuvent être un peu plus végétaux, un peu plus animaux, mais surtout qu'ils sachent quoi consommer et en quelle quantité. Donc revenir au groupe alimentaire et aux équilibres généraux du régime, à la pyramide alimentaire, Ouais. qui peut être un peu variable. Ouais, très intéressant. Effectivement, c'est une vision beaucoup plus large et globale que seulement sur les protéines. Et pour revenir aux protéines végétales, est-ce que vous avez observé dans vos recherches en fait des effets spécifiques sur la santé? Vous avez dit tout à l'heure que vous avez vu des choses sur certaines protéines végétales.
qui pouvaient impacter la santé de manière positive. C'est sur quoi qu'elles impactent d'un point de vue métabolique? En l'occurrence, sur ce qu'on a étudié nous, les travaux qu'on a fait nous, c'était essentiellement 2 travaux sur la mortalité cardiovasculaire en fait, sur des profils de consommation protéique, pas sur des protéines individuelles. On l'a fait sur protéines animales et protéines végétales parce que bon, c'est une sorte de passage obligé. Donc on a trouvé qu'il y avait un avantage aux protéines végétales et un désavantage aux protéines animales. Ça, c'est ce qu'on trouve enfin, il y a des méta-analyses là-dessus. Et c'est dû à quoi? Bah, c'est dû, alors justement, c'est dû au fait que derrière les quantités de protéines animales et de protéines végétales, bah, il y a des sources protéiques et que la meilleure manière de consommer beaucoup de protéines animales, c'est de consommer beaucoup de viande. Et quand on consomme beaucoup de viande, on consomme vraisemblablement beaucoup de viande rouge et de charcuterie. Du moins, ça va avec. Et que la viande rouge et la charcuterie, c'est reconnu comme mauvais pour la santé. Alors, si vous voulez ensuite, pourquoi? C'est un truc à tiroir. Mais c'est reconnu mauvais pour la santé. Donc, c'est probablement pour ça que les protéines animales ont un effet mauvais pour la santé. Et les protéines végétales, ben, alors, soit c'est parce qu'on consomme des bonnes protéines végétales. C'est pas souvent le cas, à vrai dire, parce que les bonnes protéines végétales, c'est légumineuses, produits céréaliers complets, fruits à coque. Et ça, les dominantes actuellement, c'est plutôt les produits céréaliers raffinés, en fait. Donc, on mange pas les bonnes protéines végétales au sens de source protéique végétale, la plupart du temps, pas toujours. Mais c'est peut-être plutôt du déplacement, ce qu'on appelle en anglais du déplacement. C'est-à-dire que, bah, si on consomme plus de protéines végétales, on consomme moins de protéines animales, parce que c'est des profils de consommation, quoi, disons. Et si on consomme moins de protéines animales, on consomme moins de viande rouge, et donc voilà. Par effet différentiel en quelque sorte. Enfin, ça c'est une hypothèse. Hein. Après, c'est quand même un petit peu étayé parce qu'on est arrivé à définir justement des profils de consommation, dire les gens qui mangent beaucoup de viande rouge et beaucoup de ceci, ils mangent aussi peu de cela, etc. pour essayer de décrire des profils et leur prévalence dans la population pour les associer au risque. Et là, on a trouvé que les profils protéiques qui étaient dominés par la viande rouge, c'est ceux-là qui étaient associés, mais alors très fortement, beaucoup plus fortement que les protéines animales en tant que telles. Bien plus fortement, 5 fois plus fortement si je me risque à un chiffre, mais pour donner une idée, à la mortalité cardiovasculaire dans cette cohorte-là, et que quand c'était des sources protéiques végétales qui étaient dominées par les légumineuses et les graines, en fait, dans ma mémoire, cela, à l'inverse, était associé très nettement à une protection, enfin un moindre risque cardiovasculaire. Ouais. Est-ce que vous pensez que ça peut aussi être lié à tous les micro-éléments, micronutriments qui arrivent avec les protéines? Oui, ça peut. Alors, ça a été notre hypothèse pendant longtemps. Alors, on l'a pas jamais démontré, mais on a essayé par contre de comprendre les niveaux d'adéquation, justement, nutritionnelle des régimes selon la consommation de protéines animales et de protéines végétales. Alors oui, l'association en tout cas est forte, c'est-à-dire les régimes qui sont dominés par des protéines végétales, en somme, sont mieux profilés en termes de nutriments. Donc il y a plus de nutriments, il y a plus de couverture en nutriments généralement, et il y a moins surtout, et ce qui est même le plus important, le plus marquant et peut-être le plus important pour la suite, c'est qu'il y a moins d'accès en certains nutriments qu'il faut limiter. Voilà. Donc notamment acides gras saturés bien sûr, mais aussi le sel qui est assez présent quand les régimes sont dominés par la viande et notamment par la charcuterie, qui est un contributeur assez important. Donc on a vu ce genre d'association qui fait que ça nous a amené à dire, il faut sortir de protéines animales et protéines végétales, il faut surtout considérer dans les protéines ce qu'on appelle en anglais le protein package. En français, je me suis tenté à l'eau protéique pour dire ce qui va avec, ce qui est un peu indissociable. Quand on mange plus de protéines animales, mais en général, ça vient avec quoi? En plus ou en moins, en termes de nutriments, parce que on mange pas des protéines, en réalité, on mange des sources protéiques, et on mange des sources protéiques un peu plus, un peu moins, en fonction de profils d'alimentation qui correspondent à des profils protéiques, etc. Donc, on s'est beaucoup intéressé à ça, mais à chaque fois, bien sûr, c'est les profils d'adéquation, et surtout sur les nutriments illimités, qui pourraient expliquer les effets indésirables sur la santé à long terme, sont assez bien associés aux protéines animales et aux protéines végétales. Très bien.
Et vous avez évoqué tout à l'heure effectivement différents acides aminés, dont certains, enfin, on les trouve que ce soit dans des protéines animales ou végétales, et vous avez dit qu'ils avaient des fonctions assez spécifiques dans le métabolisme. J'aimerais bien revenir sur ça. Mhm. Et vous avez évoqué les acides aminés soufrés, l'arginine, enfin certains acides aminés essentiels. Est-ce que vous pourriez nous donner, parce qu'on lit en fait énormément de choses autour de tout ça, Mhm. et avec une vision très globale de la nutrition, comme celle que vous Mhm. avez, quels sont les acides aminés qui sont essentiels et qui ont en fait des fonctions métaboliques avérées? Pour vous, lesquels vous pourriez citer comme exemple? Alors, il y en a plein, mais le problème à faire ça, c'est que là, on rentre en fait dans la biologie en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est très intéressant. Moi, je me suis intéressé à ça pendant longtemps. J'ai fait des métabolismes avec des techniques traceurs pour comprendre bien qui allait vers quoi, etc. C'est très intéressant du point de vue cognitif, vous voyez, c'est très amusant, mais finalement, ce n'est qu'un élément d'un mécanisme, et comme je dis souvent, un mécanisme potentiel d'un phénomène dont on ne connaît pas la réalité. Donc moi maintenant, de plus en plus, je pense que c'est important d'abord d'être sûr du phénomène, vous voyez, de dire ben oui, ok, c'est tel acide aminé, bon, on sait que si on en consomme davantage, ben c'est meilleur pour la santé ou moins bon pour la santé. Avant de descendre dans le mécanisme, qui est un mécanisme potentiel de quelque chose, mais on ne sait pas. Peut-être qu'on discute du sexe des anges, vous voyez, parce que les questions d'essentialité, même, c'est quelque chose qui est très difficile à discuter. Parce que qu'est-ce que ça veut dire essentiel? Ça veut dire que s'il n'y en a pas dans l'organisme, alors il y a des fonctions qui sont tellement altérées que l'organisme, enfin, fonction obligatoire dans ça, il y en a plein, tous les acides aminés, en fait. Donc c'est difficile de distinguer. Maintenant, ceci étant dit, il y a certaines fonctions qui apparaissent importantes, voilà, liées, comme je l'ai dit, la cystéine et le glutathion, par exemple, donc tous les acides aminés soufrés, évidemment, parce que la cystéine est synthétisée à partir de méthionine aussi, donc ils sont des acides aminés indispensables à ce titre-là, indispensables pour les protéines, mais qui pourraient être aussi indispensables parce que s'ils peuvent moduler le statut en glutathion, peut-être qu'il y a quelque chose derrière. Mais on n'a pas les preuves directes de ça, donc ça reste du métabolisme. C'est amusant, ça peut éventuellement être un peu de physiologie derrière, mais pour dire si on en consomme davantage ou si on en consomme moins, ça va être bon pour la santé ou pas bon pour la santé. Ça, on l'a pas, en fait. C'est une information qu'on n'a pas, en gros. Qu'on a dans certains cas et encore, c'est très discuté. Je veux dire, on l'a pour certains cas, peut-être c'est à ça que vous pensiez aussi, sur les acides aminés à chaîne latérale ramifiée. Voilà. On a pas mal d'éléments là-dessus. Mais on n'a pas tout à fait bien le puzzle parce que si on prend un critère de santé à long terme, bah c'est l'épidémiologie nutritionnelle qui est capable de vous dire ça. Sur l'épidémiologie nutritionnelle, on a du mal à avoir des approches en substance, comme on dit. C'est isoler la leucine à l'intérieur d'un régime. Il y a trop de choses qui varient avec, même avec des modèles très très bons, où on résidualise tout, on ajuste partout, etc. On considère maintenant que c'est un peu piégeux de faire ça. Donc on l'a de moins en moins. On la peut avoir sur des profils en acide aminé, comme je vous l'ai dit. Donc du coup, on attribue un peu, mais on n'a pas la preuve directe. Autrement, faut faire des essais cliniques d'intervention à moyen terme, du coup, sur un mois où on donne à manger, on augmente la consommation chez l'homme et on regarde ce qui se passe. Mais voilà, on regarde toujours un truc intermédiaire. Donc ça peut être un facteur de risque, par exemple, ça peut être un phénomène. Mais est-ce qu'à la fin, si on intègre tout ça, parce qu'il y a plein de voies qui sont activées, concomitantes, etc. Donc, quelle est la résultante finalement? C'est aussi ce problème-là, c'est quasi philosophique ce que je vous dis, mais on a du mal, plus on descend dans le détail, plus on s'éloigne de l'image d'ensemble, du portrait d'ensemble. Et ce portrait d'ensemble, dans toute sa diversité, tous les acides, on prend la leucine par exemple, c'est un activateur d'un nombre de voies incroyable en fait, donc ça va modifier plein de choses, ça va avoir ce qu'on appelle des effets pléiotropes, donc ça va jouer sur plein de choses. Donc on peut très bien isoler et de dire ah bah tiens ça fait l'encombrement,
On a fait des choses comme ça. On a vu que ça faisait un peu d'encombrement métabolique sur les voies oxydatives. Il y a des choses qui sont décrites comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en gros un surplus en fait, ça finit dans le cycle de Krebs quoi. C'est Oui. l'intermédiaire ensuite qui finissent dans le cycle de Krebs. Et avec d'autres nutriments bien sûr énergétiques qui finissent dans le cycle de Krebs. Et on a des accumulations d'intermédiaires métaboliques en fait. Voilà. Donc on se dit tiens ça c'est pas tout à fait normal. Ça pourrait donner de la dysfonction mitochondriale par exemple. Mais ça pourrait, on sait pas. En certains cas on peut dans une autre étude on peut dire ah ben tiens là on a vu que ça c'est associé à ça. Mais c'est souvent du marabout bout de ficelle, celle de cheval. Vous voyez ça joue là-dessus. On sait que ça joue là-dessus. Et que ça, on a une autre étude qui dit que ça joue là-dessus. Mais vous avez, de façon parcellaire, une série de relations comme ça, et vous n'avez pas toutes les autres relations possibles. Donc, vous n'avez pas la résultante. Vous n'avez que des mécanismes possibles. Alors, les mécanismes, c'est pas que ça sert à rien. Ça peut être des éléments. On me dit, ah, bah, tiens, c'est possible parce que on connaît la voie par laquelle ce serait possible. Mais tant que vous savez pas le résultat global, c'est difficile de discuter de ça. Voilà. Je sais pas si c'est une réponse à votre question, mais C'est une réponse, c'est une très bonne réponse parce que vous avez une vision effectivement très globale de la nutrition et de son impact sur la santé plutôt que des phénomènes isolés ou de prendre des molécules et de considérer ouais. en fait leur chemin métabolique, ce qui n'est sans doute pas ni facile à faire ni vrai au final. C'est très compliqué, oui. Il y a une telle redondance. Enfin, on est frappé de ça dès qu'on descend au niveau métabolique. Alors, quand je parle pas de biologie cellulaire ou moléculaire, où là, tout active tout et contre. Enfin, il y a des boucles partout. C'est un truc incroyable. Hein. Déjà, le métabolisme, il y a un peu des flèches partout, quand même. Mais la signalisation, on découvre sans arrêt des voies de signalisation, d'activation, de répression, c'est incroyable, hein. On se perd là-dedans totalement. Il y a des gens qui disent ah oui, ça va inhiber l'activation de Rictor qui va activer le. Oui, mais à la fin, qu'est-ce qui se passe? Vous Oui. voyez. Oui, c'est ça, effectivement. En fait, ça souligne la complexité de toutes les voies et de toutes les réactions qui sont enchevêtrées. Je le dirais plutôt comme ça. Après, juste pour revenir sur ce que vous avez dit sur les acides aminés à chaîne ramifiée qu'on appelle les BCAA, est-ce qu'il existe du coup des études cliniques montrant que ces acides aminés sont effectivement intéressant du point de vue de la construction musculaire, je le Alors dirais oui, comme ça. oui, de ce point de vue-là, oui. Alors si on revient à ce dont on discutait au début sur l'anabolisme justement post-ingestif, quoi, disons, il y a beaucoup de choses, oui. C'est reconnu justement, alors même il y a eu beaucoup d'études là-dessus depuis longtemps, des décennies, disons, sur le fait que c'était requis, disons, pour maximiser l'anabolisme postprandial. Même la leucine, notamment, considérée comme la molécule signal qui va déclencher le surplus d'anabolisme, on va dire. Et que à tel point qu'on pouvait même imaginer, enfin, on a même fixé des quantités de leucine qui étaient nécessaires pour maximiser l'anabolisme postprandial sur une dose d'acide aminé, etc., autour de 2 ou 3 grammes, ça dépend des auteurs, ces choses-là. Donc, les acides aminés ramifiés en général, oui. La leucine en particulier, oui. Maintenant, ce qui est amusant aussi, c'est que là, c'est aussi des études sur lesquels on a restreint le contexte quand même de consommation. Parce que ce qu'on pense, c'est que, notamment, si la leucine a cette capacité de signalisation anabolique, c'est aussi parce qu'elle est mise à disposition assez rapidement. Vous savez, c'est les acides aminés ramifiés, ils arrivent assez vite en systémique. Et c'est ça qui explique d'ailleurs que ça pourrait même, on dit, amorcer en fait le signal anabolique, commencer à frapper à la porte avant que les autres n'arrivent, si on simplifie l'image. Mais ça, c'est dans les études où on donne des protéines isolées en fait, hein, ou des acides aminés isolés. On complémente avec des BCAA, des protéines existantes, etc. Et il y a aussi des études qui sont, alors c'est amusant parce que là, entre cette année et l'an dernier, et notamment cet été, et puis Noël dernier, il est sorti plein d'études comme ça qui amènent à repenser tout ça, et notamment
On a longtemps pensé que, par exemple, justement, sur les protéines de lactosérum, par exemple, que c'était ça qui expliquait que les protéines de lactosérum étaient meilleures. C'est parce qu'il y avait beaucoup de BCAA et qu'ils étaient particulièrement rapides parce que c'était dans la phase soluble, donc rapidement vidangé en fait de l'estomac par rapport au reste qui tend à précipiter, donc un petit peu ralenti. Bon, vous connaissez tout ça. Et aussi, on a pensé que c'était dans les protéines animales, comme la viande, que c'était des quantités assez importantes de BCAA, même si c'est quand même surtout les protéines de lactosérum qui sont riches en BCAA. Déjà, quand on regarde le reste, c'est un petit peu moins vrai, il y a un petit peu moins de différence. Et il y a quelques études comme ça qui ont montré, alors je pense à une, c'est pas directement lié, mais c'est sur cette question de parce que c'était de la viande. Oui, c'est ça, c'est de la viande. Où ils ont donné dans un repas de la viande plus ou moins grasse, en fait. Voilà. C'est un truc pas très compliqué, hein. Et ils ont vu que, alors, quand on donnait de la viande maigre, quand on donnait de la viande grasse, ils ont comparé à la même quantité de protéines, mais avec des glucides, quoi, en gros. Eh bien, la viande grasse avait le même potentiel anabolique que des protéines mélangées à des glucides, ou non, même que des glucides, pardon, que des glucides. Un truc absolument incroyable, ce qui revenait à dire à la conclusion des auteurs, c'était que c'est la densité énergétique, la charge énergétique du repas qui détermine la vidange gastrique, et que la vidange gastrique, quand la protéine est grasse, les acides aminés, ils arrivent très lentement, et donc leur potentiel anabolique chute complètement. Donc, ça serait des questions de vitesse de mise à disposition des protéines. Ça, c'est des choses qui ont été discutées il y a déjà 20 ans, je pense, à peu près. C'était à Clermont-Ferrand qu'ils avaient montré ça, les premiers, l'équipe d'Yves Boiry et collègues, là. Et donc c'est vrai apparemment, mais dès qu'on met dans un repas ou dès qu'on met de l'énergie, en fait, tout ça disparaît. Donc, on a l'impression qu'on a quand même finalement presque un artefact expérimental, vous voyez. Quand on donne des protéines rapides, là, ça marche. Mais dans la consommation pratique des gens, c'est pas ça. Sauf si vous faites un truc de BCA avec du whey à la sortie de la salle de muscu, où là, peut-être, ça va vite, je suis d'accord. Et pour les autres, de là à dire, oui, dans les protéines animales, il y a beaucoup de BCA, c'est bon pour l'anabolisme musculaire. Oui, mais qui, quoi, quand, comment, quoi. Voyez. Donc, c'est plutôt un enrichissement en ces BCAA qui pourrait avoir un impact, et encore. Sur un repas léger, quoi. Voilà, léger, Vous voyez, donc dès qu'on remet, enfin, il y a beaucoup d'études comme ça. Je pense à celle-là, mais il y en a une autre qui m'a échappé, mais qui m'a marqué aussi. Dès qu'on remet en contexte diététique, vous voyez, ce que font les gens quand ils mangent des protéines animales et des protéines végétales, ça colle plus, ce qu'on a expérimentalement colle plus. C'est-à-dire, c'est pas facilement transposable, quoi. Donc des espèces de constructions comme ça scientifiques, passent pas trop l'épreuve de la pratique, en fait. Ouais, super intéressant. C'est très complexe, effectivement, et je comprends que ça vous passionne, tout ça. Et en parallèle de vos travaux de recherche, François, je sais aussi que vous êtes engagé dans tout ce qui est définition de recommandations nutritionnelles et de la santé publique en général. Vous avez notamment été président du comité nutrition de l'ANSES, l'ANSES étant l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Je ne sais pas si vous l'êtes encore. Non, je ne sais plus. D'accord. Après 10 ans de bon loyaux service, il fallait un petit peu tourner. Oui, c'est ça. D'accord. Et du coup, durant ces 10 années que vous avez passé à cette présidence, qu'est-ce que vous avez observé quant au rôle des protéines dans les recommandations nutritionnelles? Quel poids ça a? Alors, mais ça en a pas beaucoup finalement, enfin dans ce qu'on a fait en tout cas. Actuellement, il y a une sorte de renouveau d'intérêt pour les protéines avec justement ces transitions nutritionnelles ou ces mutations à l'alimentation qui fait qu'on remet la focale sur les protéines. En fait, traditionnellement, ce qu'on a fait à l'ANSES, puisque ce qui a été fait dans beaucoup de pays, les protéines ne sont pas des éléments critiques, en fait. C'est important, ça rejoint notre discussion de départ, c'est le seul macronutriment énergétique qui soit quantitativement indispensable. Voilà.
Les glucides, c'est pas du tout indispensable. Et dans les lipides, ils ne sont indispensables que quelques-uns en petite quantité, quoi, finalement. Donc, ça a l'idée que ça structure quand même l'alimentation. Mais on connaît assez bien le besoin. Enfin, on peut en discuter sans fin. Mais bon, la plupart des agences ont dit, bah, pour l'adulte, c'est 0,83 grammes par kilo poids corporel et par jour. Il y a une deuxième chose, c'est que spontanément, dans les régimes des gens, on est bien au-dessus. On n'en a pas parlé, mais voilà, les gens sont autour de 1,3 grammes par kilo de poids corporel par jour. En sachant que 0,83, c'est aussi quelque chose qu'on dit pas, mais 0,83, c'est l'apport pour lequel un individu qui consomme ça est sûr de couvrir son besoin. Il est sûr que son besoin est inférieur. C'est pas le besoin, c'est une sorte de besoin de la population en quelque sorte. Le besoin moyen de la population en protéines, c'est 0,66. Ce qui veut dire qu'en moyenne, les gens consomment 2 fois plus que ce dont ils ont besoin nutritionnellement, si on replace sur une courbe de Gauss le besoin de protéines. Donc Quelle que soit la région? Quelle que soit la région, oui. Oui. Oui, oui. Ah oui, donc ça c'est physiologique, enfin c'est métabolique, quoi. Donc Non, je veux dire par rapport à la consommation, comment on ah oui, consomme la 2 fois consommation, pardon, plus. je croyais le besoin. Oui. Oui, ok. Oui, à peu près. C'est d'ailleurs étrange, c'est bon, c'est une petite parenthèse, mais c'est un peu un invariant. C'est les gens consomment dans tous les pays économiquement développés, disons, les gens consomment 1,3, 1,4 grammes de protéines et pas plus. 16-17% de l'apport énergétique, pas plus. Et c'est même étonnant parce que c'est pareil aux États-Unis, en Italie, voilà. Une sorte bon, voilà, c'est comme ça. Ça veut dire que sûrement, c'est quelque chose qui est, encore une fois, il y a différentes façons de manger et les gens ne mangent pas de la même manière, mais bon an, mal an, ça apporte les mêmes quantités de protéines parce que les équilibres se font de telle sorte par les mécanismes qui font que. Donc on consomme beaucoup plus, pour revenir à mon propos, on consomme 2 fois plus ce dont on a besoin, ça ne veut pas dire 2 fois trop, hein, mais bon, 2 fois plus que nécessaire en quelque sorte. Ce qui fait que dès qu'on cherche à ajuster des apports, par les techniques de modélisation, hein, comme on fait actuellement dans l'équipe, c'est ça qu'on a fait à l'ANSES. Hein. On a modélisé des profils de consommation en fait. Eh bien, on bute jamais sur la bande protéique, quoi. Donc les régimes qu'on propose sont pas des régimes qui sont déterminés par le fait qu'il faut consommer assez de protéines. Spontanément, c'est assez permissif, quoi. Spontanément, on en consomme assez. Quand on fait des régimes qui sont bons pour la santé, il y a toujours assez de protéines, comme je disais tout à l'heure. Donc en fait, ça pèse très peu, pratiquement. Et parce qu'on est dans la situation dans laquelle on est. Et vous vous êtes du coup intéressé à vraiment cette alimentation très globale au-delà des protéines. Et j'ai vu notamment un indice Pandiet que vous avez mis en place, Probability of Adequate Nutrient Intake. En français, la probabilité d'avoir une nutrition adéquate ou quelque chose comme ça. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cet indice? Oui, en fait, alors c'est un indice d'adéquation nutritionnelle de l'alimentation à l'échelle individuelle. C'est-à-dire que pour un individu, c'est un petit peu comme je le disais tout à l'heure, en fait, on a créé cet indice-là parce qu'on a voulu savoir à quel point, on a voulu comparer les régimes des gens et savoir quel régime était le plus adéquat par rapport à la couverture des besoins en nutriments, d'une part, et au fait de ne pas dépasser certaines limites supérieures d'apport en nutriments pour les nutriments dont il faut limiter la consommation. Bon, alors c'est pas nouveau sur le principe, hein, il y a d'autres choses qui existaient. On a fait un indice un petit peu plus fin parce qu'on a tenu compte des distributions du besoin dans la population. On a tenu compte de l'incertitude qu'on avait sur plusieurs rappels de 24 heures sur l'estimation des apports. Donc, on a tenu compte de la distribution du besoin et de la variabilité de l'apport, enfin l'incertitude sur l'estimation des apports individuels pour dériver un indice qui est un petit peu mieux disant de ce point de vue-là. Mais nous, encore une fois, on a utilisé ça pour avoir un indice individuel sur chacun des régimes des gens de cette qualité nutrimentionnelle, on pourrait dire, juste à l'échelle des nutriments, en quelque sorte, pas du profil diététique, etc., pour pouvoir étudier ces sources de variation, finalement. Donc, on a
un indice comme ça de qualité nutritionnelle à l'échelle individuelle, on est capable de voir qu'est-ce qui le fait varier. Et notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'est intéressé à savoir si c'était associé à la consommation de protéines animales ou de protéines végétales pour voir ces sortes de qualité du lot protéique, comme on a dit tout à l'heure. D'accord. Et juste pour me donner un exemple, ça serait quoi cet indice-là calculé? Est-ce que c'est une espèce de personnalisation de ce dont une personne a besoin ou c'est un Non, indice plus généraliste pour les besoins nutritionnels de la population? c'est plutôt un indice de statut nutritionnel, c'est-à-dire au sens adéquation des apports. Ok. Ça dit pour un individu si son apport en différents nutriments est agrégé, hein. Enfin, bon, pour expliquer le détail, parce que c'est bon. On a les apports en nutriments pour un individu donné. On a ces apports en nutriments, on va appeler les apports usuels, soit des apports moyens sur 3 rappels de 24 heures, si on prend ça. Et on va comparer à ce qu'on pense être son besoin. Donc, on va dire statistiquement, son besoin, on ne le connaît pas, bien sûr, c'est le problème de l'évaluation du statut. Mais on va dire, moi, statistiquement, il est compris entre ça, et puis plus ou moins probablement, ça répond à une loi de Gauss, simplement. Et on va essayer de former une probabilité, finalement, que son apport soit adéquat. Voilà, sur cette base-là. On va le faire pour tous les nutriments. On va faire une moyenne, tout bêtement, de ces différentes probabilités, qui va faire une moyenne de probabilité d'adéquation. Donc, une moyenne des probabilités que ces apports soient adéquats dans tous les nutriments pour lesquels il y a un besoin nutritionnel. On va faire pareil pour les nutriments avec des limites à ne pas dépasser pour dire quelle est la probabilité, quel est le score moyen, quelle est la moyenne des probabilités qui n'est pas un apport excessif dans tous les nutriments pour lesquels il ne faut pas avoir un apport excessif. Et à la fin, on moyenne ces deux moyennes et ça donne le score final. Voilà. Donc, c'est un score vraiment de qualité de l'apport en nutriments de son régime par rapport à ses besoins. Et on peut avoir accès à ce calcul-là? Et oui, c'est décrit, c'est dans les annexes des idées, oui, c'est publié. Alors, depuis longtemps, après on a fait quelques petites variantes évidemment, mais c'est publié, c'est dans les annexes des articles. Très bien. J'aimerais revenir à vos collaborations. En fait, vous travaillez évidemment en collaboration avec d'autres chercheurs, avec d'autres instituts, sur des projets à moyen long terme. Et j'ai vu que vous étiez actuellement sur un projet qui s'appelle Sauvu Nutri, quelque chose comme Nutri, ça. oui. Qui traite des tensions entre une nutrition équilibrée et une alimentation durable, si je peux le dire comme ça. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Oui, alors c'est un volet qu'on a développé. Vous voyez, on ne cesse d'élargir finalement l'angle d'étude en quelque sorte. En fait, on s'est intéressé, donc vous avez compris, et puis comme on en parle depuis le début, aux relations entre la consommation de protéines végétales et protéines animales, enfin protéines au sens large, et la nutrition, la santé, l'adéquation nutritionnelle, le risque d'altération de la santé à long terme, donc de maladies chroniques, etc. Donc très nutrition, quoi. Oui. Relation entre l'alimentation et la santé. Mais comme bien sûr, ce qu'on étudie, c'est beaucoup le contexte dans lequel on se place, c'est un contexte de transition nutritionnelle, disons, au sens large, c'est-à-dire les transitions en cours à venir d'amélioration de l'alimentation, mais aussi de végétalisation de l'alimentation, qui est une tendance de société, disons. Et que cette tendance-là, elle s'inscrit aussi dans d'autres dimensions de la durabilité. Si les gens végétalisent leur alimentation, c'est pas que pour la santé, c'est même pas le plus souvent pour la santé, c'est plutôt pour eu égard aux pressions environnementales associées à la consommation de protéines animales, en l'occurrence. Donc on a eu envie, ça fait quelque temps qu'on élargit un petit peu ça. On fait ça en collaboration, bien sûr, parce qu'on commence à quitter. Voilà, moi je suis nutritionniste au départ, donc mais c'est intéressant aussi de croiser avec d'autres choses. Et donc, on fait ça en collaboration, en effet, avec des gens qui ont déjà, alors soit qui sont un peu comme nous, comme Emmanuel Casguillot, par exemple, qui est une nutritionniste, qui est une épidémiologiste de la nutrition et qui a depuis assez longtemps embarqué en quelque sorte ces autres dimensions dans des aspects, un peu comme nous, dans des visions de régime et de population, en quelque sorte. Voilà, ou ça peut être avec d'autres gens qui sont un peu plus dans ce domaine-là au départ, et qui sont pas très nutritionnistes, mais avec lesquels on peut avoir
des jugements d'experts justement sur des questions environnementales, etc. Voilà. Et ça va même jusqu'à croiser maintenant, donc c'est ça qu'on fait dans Souvenutri, croiser avec des questions de production et de transformation, et notamment de production agricole. Donc dans Souvenutri, on s'intéresse encore autre chose, on va croiser les dimensions nutrition, santé et environnement, disons, avec une troisième dimension qu'on peut appeler la souveraineté alimentaire, ou la capacité, ou du moins, dans un premier temps, la capacité d'autoproduction agricole, en fait. Voilà. Et donc, on essaye l'objectif de ce projet, c'est de voir dans quelle mesure, si on veut aller vers des régimes sains et durables, enfin, bon pour la santé humaine et bon pour l'environnement, donc durable sur ces aspects-là, à quel point on peut le faire sans changer notre système de production? Est-ce qu'on produit là en France? Est-ce qu'on peut être autosuffisant dans un régime qui soit bon pour la santé? Ça, c'est la première question qu'on pose. Et la deuxième question, c'est si c'est pas le cas, ou dans la mesure où c'est pas le cas, c'est forcément pas le cas entièrement. Si on imagine le régime idéal, ben, c'est peu probable que ça soit exactement celui qu'on produise en France, ou qu'on soit en mesure de produire. Mais qu'est-ce qu'il faut changer et qu'est-ce qu'il faut se mettre à produire davantage et du coup à produire moins pour rééquilibrer le système productif par rapport à des attentes en termes de durabilité de l'alimentation. De façon très prospective, évidemment. Voilà. Parce que là, c'est des mutations de régime, c'est souvent lent quand même. Les gens ne changent pas de régime en masse aussi facilement que ça. Les mutations de l'appareil productif agricole français, ça c'est pareil, c'est même, je dirais, un temps encore plus long. On essaye de voir les alignements et les conflits en fait entre ces différentes dimensions. Voilà. Et on le fait, là, encore une fois, en se mettant en cheville avec des collègues qui sont en sciences animales, en agronomie, qui sont même des acteurs de terrain, qui vont voir la faisabilité de changement de production si on dit qu'il faut se mettre au hasard à produire plus de légumineuses et moins de céréales, par exemple, si on veut aller vers pourvoir à un régime qui serait idéal pour les Français, tout en le produisant en France. Qu'est-ce qu'il faut faire pratiquement là, il faut convoquer la société civile, comme on dit, et dire, qu'est-ce qu'on fait, comment on peut le faire. Là, c'est un autre volet que j'étudie pas moi, mais que d'autres collègues plus sciences de l'action se saisissent. D'accord. Et est-ce que vous avez des industriels, enfin des agriculteurs, des coopératives avec vous dans ce projet? Non, pas dans ce projet, pas directement, mais on a une association en fait qui fait du conseil de mutation, disons en agronomie, et on a une équipe de recherche qui est spécialisée dans ce qu'ils appellent ça va vous amuser, ce qu'ils appellent le métabolisme régional, en fait. Parce qu'il y a des analogies, en fait, entre le fonctionnement d'un organisme et le fonctionnement d'une région, en fait. Il y a des flux de matière, d'informations, etc. Et donc, ils caractérisent le métabolisme régional, en fait, socio-économique, régional. Et ils voient les points voilà, les points sur lesquels on peut agir, les points sur lesquels il est difficile d'agir. Et ils essayent de passer au crible des sortes d'applications de théorie du changement pour voir qu'est-ce qu'il est possible de faire étant donné ce diagnostic. Voilà. Vous avez dit un mot tout à l'heure, régime idéal. Est-ce qu'il y a un régime idéal? Oui, il y en a. Il y en a plusieurs en fait. C'est comme je disais tout à l'heure, pour les protéines végétales et les protéines animales, des régimes idéaux, on en a trouvé plein en fait. Idéaux pour la nutrition santé. Après, quand on rajoute l'environnement, on rajoute quand même une pression. Donc là, vous voyez, par exemple, c'est pas assez davantage de protéines végétales si on veut avoir moins de gaz à effet de serre. On l'a regardé aussi ça. Donc là, il y a un peu moins de multiplicité des solutions quand même quand on rajoute des critères, c'est normal, on commence à croiser un petit peu. Et c'est aussi un dernier critère, mais qui est important, c'est disons la faisabilité ou la proximité ou la rupture ou l'inertie par rapport à ce que les gens font actuellement. C'est qu'on considère dans la durabilité que il faut pas non plus trop chambouler les habitudes culturelles des gens, etc. Et ça, bien sûr, ça s'oppose à avoir un régime qui soit meilleur sur les autres dimensions, évidemment. Il y a toujours cette tension-là.
Donc, si on tient compte de tout ça, il y en a plusieurs. Ça dépend quel compromis vous pouvez trouver. Et c'est déjà plus un régime idéal s'il y a un compromis, voilà. Donc, un régime qui soit le meilleur pour la santé possible et le meilleur pour l'environnement possible, en l'état actuel des connaissances, il y en a pas une foultitude. Si quand même, on borne par ce qu'on appelle des critères d'acceptabilité. Les gens vont pas manger 2 kilos de fruits et légumes, par exemple. Parce que personne ne mange 2 kilos de fruits et légumes. Donc ça, on l'enlève de nos modèles, vous voyez. Par contre, on dit qu'on peut aller jusqu'à 900 grammes de fruits et légumes parce qu'il y a des gens qui consomment 900 grammes de fruits et légumes. Ils sont pas nombreux. Oui, il y en a, voilà. Donc on dit on peut aller jusque-là, mais pas plus. Donc si on borne comme ça avec des critères qui sont pas... on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Est-ce que c'est quand même acceptable, pas acceptable? Si on borne avec ça, il n'y a pas beaucoup de régimes, il n'y a pas beaucoup de variations dans le régime idéal. Et en gros, c'est un régime qui fait le plein de, si vous voulez que je vous le donne, peut-être pour vos auditeurs, si je me risque. Alors, avec un petit préambule, c'est que moi, je fais pas de recommandations. Là, ce que je vous dis, c'est, non, je fais toujours une séparation. Moi, j'ai une posture de scientifique. Je vois, comme ça, quand on croise tous les critères, je vois ce qui ressort. Après, la recommandation, ça, je laisse faire l'ANSES, Santé publique France, etc. Je vais pas aller sur cette biais-là. Mais les régimes, le profil type, disons, identifié, qui maximise, qui est adéquat nutritionnellement, qui maximise la santé à long terme, pour ce qu'on sait, encore une fois, ce qu'on sait, peut-être que dans 10 ans, on dira non, c'est un peu différent, bon. Qui maximise la santé sur la base de ce qu'on connaît des risques établis sur des études épidémiologiques. Et enfin, un régime qui est le mieux du point de vue des impacts environnementaux. Là encore, il y aura à dire parce qu'il y en a plusieurs et c'est pas forcément parfaitement aligné. Bon, ça dépend comment on hiérarchise. Bon, voilà, je vais passer les détails. Et c'est un régime où il y a beaucoup de fruits et légumes, beaucoup de légumineuses, beaucoup de produits céréaliers complets. Même j'aurais dû mettre les produits céréaliers complets avant, si on veut ordonner. Beaucoup de fruits à coque et de graines associés, où il y a pas de viande rouge et pas de charcuterie. Si on raisonne au max du max, hein, voilà. Et en l'état actuel de nos connaissances, ça se discute. Et où il y a pas nécessairement de la viande blanche, disons, de la volaille, quoi, mais où il y a du poisson et où il y a des produits laitiers. Et puis voilà, on a fait le tour. Et où il y a très peu ou pas même, on peut dire, pas de tout le reste qui sert à rien. Donc pas de produits sucrés, machin, pas de tout le reste, voilà. Donc c'est un peu et non ultra transformé puisqu'on a quelques réserves sur l'ultra transformation, disons. Donc à défaut, toujours pareil, hein, c'est pour ça que je dis en l'état actuel des connaissances et puis la réduction la maximale qu'on puisse faire, c'est ça avec en plus consommation de produits bruts autant que possible. Voilà. Merci beaucoup. On arrive à la fin de l'interview. J'aimerais qu'on passe à mes Fast Five. Donc, j'ai 5 questions avec des réponses courtes que j'attends de votre part. Vous êtes prêts? Allons-y. Une protéine végétale sous-estimée. Alors, ça dépend sous-estimé par rapport à quoi, mais il faut avoir des réponses courtes. Donc, je vais dire les légumineuses. Parce qu'en fait, on n'en parle jamais en tant que protéine, on en parle en tant que source protéique, on dit ouais, c'est bien, et puis c'est tout, en fait. Donc je pense que ça reste sous-estimé. C'est peut-être un petit peu paradoxal parce qu'on en parle quand même pas mal, mais ouais. Une croyance sur les protéines que vous aimeriez déconstruire. Que les protéines végétales sont de moins bonne qualité que les protéines animales, voilà. Quelle personne, quel chercheur vous aimeriez entendre sur mon podcast? Alors ça, c'est une question difficile parce que français ou étranger ou peu importe. Peu importe. Alors étranger, sur des aspects un peu fondamentaux, Christopher Gardner, qui est prof de nutrition à Stanford et qui est beaucoup sur ces questions de végétalisation et qui a beaucoup de recul. Lui, il fait des études cliniques essentiellement. Mais il a un très très gros recul là-dessus, puis c'est vraiment une pointure. Il était dans le comité d'évaluation des repères nutritionnels américains, etc. là cette année. Et l'autre, ça y est, ça me revient, c'est Stuart Phillips.
Stuart Phillips, c'est une sorte de ponte en nutrition. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il vient du domaine métabolisme protéique, anabolisme protéique, exercice physique, etc. Donc vraiment très très canal historique, vous voyez. Et c'est quelqu'un il y a quelques années qui a dit en fait, j'aurais pas dit ça il y a 20 ans. Mais maintenant, il faut le dire, les protéines végétales sont pas de moins bonne qualité que les protéines animales. On peut très bien faire comme il faut pour la santé avec des protéines animales et avec des protéines végétales. Et j'ai trouvé ça surprenant que quelqu'un comme ça ait fait ce chemin-là. Et voilà. C'est très, encore, ça reste très métabolisme, hein, son approche. Donc c'est assez frappant. Intéressant, effectivement. Et pour revenir à mes questions, est-ce que vous auriez un ouvrage, une publication qui pourrait aider nos auditeurs à avoir une nutrition protéique équilibrée? Même plusieurs. Non, alors, je vais avoir du mal à vous en trouver. Non, c'est la question, en fait, de l'articulation entre la science et ce qui est mis à disposition des gens, de la synthèse, de la vulgarisation, enfin, voilà. Et ça, c'est très difficile. Ouais, c'est très difficile. Finalement, je trouve que ce que vous faites ou ce que font d'autres gens, que j'ai pu entendre, notamment aux États-Unis, il y a pas mal de gens qui font des podcasts comme ça. Je trouve que c'est assez utile, en fait, d'entendre des gens. C'est peut-être, je vous donne un point, là. Non, mais c'est vrai, c'est une manière assez simple de rendre accessible des choses en les synthétisant, d'une façon un peu facile, entre guillemets. C'est pas toujours facile, mais voilà. Accessible, en tout cas. Sinon, c'est des trucs très scientifiques. Je veux des bouquins de 900 pages, mais ça. Et si c'est pour avoir une nutrition protéique équilibrée, etc., on est très loin de ça. Donc, soit écouter des podcasts, soit lire Santé publique France. Enfin, voilà, des recommandations très, très globalisées et très institutionnalisées. Je pense que c'est bien. Très bien. Quoi qu'il en soit, si vous avez après des publications que Oui, vous oui. souhaitez recommander, vous Oui, pouvez oui. me les dire et je les ajouterai. Et pour finir, la dernière question, c'est quel serait votre conseil simple pour une alimentation équilibrée? Ah ben, je crois que c'est ce que je dis tout à l'heure. Non, peut-être qu'on peut insister un peu là-dessus, parce que comme c'est la dernière, je fais un peu plus long. C'est que en fait, on perd un peu les gens dans le détail finalement. On fait un peu du nutritionnisme quand même, à la fois scientifiquement et côté médias, etc. On a tendance à réduire à un nutriment ou ou une molécule même. C'est valable pour tout, hein. On dit bah là il y a des protéines, c'est bon. Là il y a du cadmium, c'est pas bon, etc. Et ça devient qu'en plus plusieurs émetteurs qui disent des choses différentes. Donc ça tourne à la cacophonie et surtout à la déconstruction. On empêche les gens de reconstruire. Ils peuvent pas reconstruire ce qu'il faut qu'ils mangent à la fin. Donc pour ça, moi, je recommande vraiment d'avoir une approche très 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 loin, mais comme on tente de le faire dans le PNNS par exemple. Et même, je pense même qu'il faudrait même pas donner des repères alimentaires. Je pense qu'il faudrait donner une pyramide alimentaire à l'ancienne, quoi. Dire la base, ce que vous devez manger le plus, c'est ça. Ça, c'est un peu moins. Et ça, c'est vraiment très occasionnel, quoi. Voilà. Et c'est ça mon conseil. C'est vraiment de regarder de très loin parce qu'on a vite fait d'être perdu dans le détail. Effectivement, il y a énormément d'informations et c'est ce qui m'amène moi-même en fait à faire ce podcast, hein. C'est pour donner la parole à des gens qui ont non seulement la vision de la recherche et qui vont chercher plus à comprendre, mais aussi une vision très globale qui essaye de dézoomer par rapport à tous ces aspects moléculaires. Du coup, on arrive à la fin de l'interview. Merci beaucoup François, c'était une discussion très riche. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nos auditeurs? Non, écoutez les podcasts comme ça. Je pense, moi, j'en écoute de plus en plus parce que même un chercheur, j'ai un peu bourlingué en nutrition publique, quoi. Mais j'ai toujours besoin de prendre un peu de recul. On est toujours amené comme ça, une vision, il faut toujours dézoomer en effet. Et je pense que, je sais pas les autres personnes que vous allez interviewer, mais j'ai bien l'impression que votre objectif, c'est de un peu synthétiser et dézoomer pour rendre accessible. Donc, merci. c'est ça mon mot de la fin. Merci encore François. À bientôt. Merci.